4, 3, 2, 1. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, c'est un nouveau début de saison, hein. On repart pour un tour pour... Il y a de l'écho dans mon salon, en l'occurrence, et plutôt il y a de l'écho dans mon bureau. Vous le voyez, la semaine prochaine, ce sera dans mon salon. Une saison avec des nouveautés, une saison avec des partenaires, des nouveaux partenaires. Il faut le souligner, c'est toujours intéressant quand on trouve des partenaires pour parler d'éco. Donc je remercie d'avance la CCI 23, la CCI 87, la Chambre de métier et de l'artisanat de la Haute-Vienne et puis Limoges Métropole. Pour les personnes qui ont l'habitude de cette émission, il y a des règles, vous le savez, c'est pas parce qu'on est sur internet qu'on se laisse aller à être mal poli ou à avoir des réflexions un peu déplacées. C'est tout à fait facile. Si je vois que ça dérape, on est chez moi, je fais ce que je veux, je coupe. Voilà, mais j'ai pas envie de couper, franchement, parce que je m'apprête à passer un très bon moment. Vous le savez, j'ai un invité aujourd'hui de marque et je vais tout de suite faire la manipulation. Le voilà, il est là. Bonjour Alain Rousset. Bonjour. Merci d'abord, merci d'être venu, d'avoir monté les 4 étages, d'avoir consacré du temps. Je sais que vous avez une journée particulièrement occupée à Limoges. Alors, c'est pas nouveau parce que vous êtes un homme de terrain, hein, vous venez très souvent. Alors aujourd'hui, c'est sur le territoire limousin, mais vous allez très souvent aux 4 coins, je dirais, de Nouvelle-Aquitaine. Hein. Oui, et c'est un plaisir. C'est d'ailleurs extrêmement apprenant pour... l'élu et le président de région que je suis. D'abord parce que vous rencontrez des hommes et des femmes qui ont toutes et tous des choses à dire, des idées, des difficultés, des projets. Vous rencontrez des paysages, vous rencontrez des lieux magiques. Et puis, d'une certaine manière, arriver en Limousin, ça me rapproche... en entendant l'accent, surtout corrézien, ouais. Avec ses vallons, ses rivières. J'étais sur la Creuse ce matin. Ça me rapproche de mes monts du Lyonnais, qui ne sont pas si loin que ça. Alors on a plein de sujets à voir, hein. On va aborder un petit peu toutes les thématiques que vous êtes venus voir à Limoges aujourd'hui. Mais bon, la tradition veut dans cette émission qu'on aille un petit peu plus loin que la simple actualité, hein, de l'invité. Moi, je me posais une question quand j'ai su, avec plaisir, hein, grâce à Rachid, que je remercie beaucoup d'avoir préparé cette émission, quand j'ai su que vous veniez, je me disais, président de région, ça bosse, du matin au soir, ça bosse tout le temps. Mais quand ça part en vacances, déjà, est-ce que vous êtes parti un petit peu en vacances? Alors, je ne vous demande pas où, hein, faut garder ça secret, mais c'est quoi le truc qui vous fait couper un petit peu de cette actualité qui parfois peut être pesante, parfois très plaisante, n'est-ce pas le problème? Mais comment vous vous ressourcez? La montagne. La montagne. Les Pyrénées. Ouais. Vous partez marcher? La campagne, les randonnées, la pêche à la truite, les champignons, les petits-enfants, voilà. Alors, on va, voilà, on en sait un peu plus, on n'ira pas plus loin, ça suffit. On va, c'est vrai que cet été, alors j'imagine, hein, je vous imagine, à la montagne, en train de marcher, et puis se passe ce qui s'est passé cette année, une catastrophe écologique, une catastrophe humaine, les incendies sur le littoral girondin, mais aussi en Dordogne, aussi en Charente, Charente-Maritime. Déjà, je voulais prendre des nouvelles. Vous arrivez de Bordeaux, comment... quel est l'impact aujourd'hui, comment vivent les gens après cette catastrophe qui a un impact immédiat, je dirais, mais dans lequel on ne peut pas s'empêcher de se projeter parce que ça va durer des années et des années. Quelles sont les nouvelles pour nous qui sommes un peu loin? Ce qui va se projeter pendant des années, c'est le réchauffement climatique. Ouais. Et c'est quand même mon obsession, ma préoccupation pour l'agriculture, comme pour les loisirs, pour la vie en ville comme pour la vie à campagne, pour le tourisme. Et effectivement, je suis monté plusieurs fois de ma montagne, si j'ose dire. Enfin, je suis descendu de ma montagne parce qu'il y avait des rencontres. On avait pris l'initiative d'ailleurs dès le début, je n'étais pas parti en vacances, dès le début des incendies, de faire une réunion avec les sylviculteurs. Ouais. Pour se dire... La région n'a pas de compétences directes
à part la bataille que je mène pour avoir des dispositifs aériens pour intervenir de suite sur un feu, parce que c'est le problème. Ouais. Vous avez un feu de forêt, si vous intervenez de suite avec des avions, vous l'étouffez. Donc il faut qu'on ait je l'ai écrit... des bombardiers d'eau. Des bombardiers d'eau. Alors, quel bombardier d'eau? Là, l'entreprise qui a succédé à Bombardier est en train de fabriquer 25, je crois, bombardiers d'eau. La France en achèterait 2. L'Europe se préoccupe de créer une force d'intervention aussi qui soit mutualisée à l'échelle de l'Europe, parce qu'il y a la Grèce, il y a le Portugal, il y a tous les pays qui vivent ces grands incendies. Nous avons le premier massif forestier d'Europe. Le premier. Et donc il faut que nous repensions ou que nous pensions avec les forestiers ce massif forestier. Il n'est pas pensable de continuer à planter des pins, des résineux au bord des routes. Il suffit d'un mégot pour que... Voilà. Et la nuit. Et les bombardiers d'eau ne peuvent pas, en l'état actuel des choses, le Canadair ne vole pas la nuit. Il n'intervient pas la nuit. Donc il nous faudra des hélicoptères, il faut que la sécurité civile, et j'ai eu son directeur général au téléphone, pour essayer de raisonner ensemble et de voir un peu comment avec l'Europe, avec l'État dont c'est la responsabilité, on peut avoir des moyens aériens d'intervention rapide. C'est envisageable ça, vraiment, qu'on ait... alors je crois que vous parlez de Mont-de-Marsan. Il ne faut même pas réfléchir à... c'est envisageable, c'est obligatoire. D'accord. C'est obligatoire. Les Canadair sont positionnés sur Nîmes, il y en a 12, 5 sont en maintenance. Nous, on a une capacité sur l'agglomération bordelaise ou sur Mont-de-Marsan d'avoir des entreprises et de la formation en maintenance aérienne. Parce que c'était une préoccupation à ceux qui ne savaient pas à Paris que nous sommes les spécialistes de la maintenance aérienne, une initiative de la région depuis 10 ans maintenant. On a créé un aérocampus. On a racheté un site de la Direction générale de l'armement pour le transformer en centre de formation à la maintenance. Donc voilà. Après, il faut qu'on réfléchisse à l'aménagement du massif forestier. Les pistes, la connaissance des pistes, le rôle des DFCI, de tout ce qui est de la défense des forêts contre l'incendie, de l'eau, et puis aussi, parce que ça fait partie du réchauffement climatique et de nos problèmes, vous avez vu qu'un certain nombre de feux s'enfouissaient dans le sol, parce que le sol est très sec. Est-ce que le drainage que nous avons fait il y a 20, 30 ou 40 ans n'est pas contradictoire avec le réchauffement climatique aujourd'hui? De telle sorte que nous puissions garder un sous-bois humide. Alors on va justement appréhender sous différents angles cette histoire d'environnement, cette histoire de réchauffement climatique. On va parler de sécheresse, on va parler de pénurie des denrées, puisque vous étiez là aussi aujourd'hui pour la conférence de rentrée de la FNSEA. Il y a un dispositif de la région qui est unique en France, qui est Néocop, qui consiste à accompagner la transition agroécologique des coopératives agricoles. Si je ne me suis pas trompé, j'espère que j'ai bien pris les bonnes informations, il y a bien 7 coopératives qui vont débuter le programme. À terme, il devrait y en avoir 25. C'est ça, hein? Les coopératives en Nouvelle-Aquitaine, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est 70 à 75% des agriculteurs. Donc il est évident que s'adosser, s'appuyer sur les coopératives, qui contractualisent avec les agriculteurs, qui commercialisent, transforment, etc., leurs produits, est essentiel. Essentiel pour les accompagner sur d'autres assolements, sur d'autres variétés, sur des pratiques agricoles et agronomiques. Ce que nous faisons à côté de Néocop, c'est plein d'autres choses. Bien sûr. On investit massivement sur la recherche des produits alternatifs aux pesticides chimiques. Parce que il est vraisemblable que dans quelque temps, l'Europe, les États vont arrêter tout cela. Donc il faut que les agriculteurs soient assurés que les impasses qu'ils ont pour leur culture puissent être réparées par d'autres produits plutôt biosourcés, s'appuyant sur la nature. Donc il y a des nouvelles méthodes de culture, on s'appuie sur un institut agronomique de l'INRA qui est à Bordeaux, on s'appuie sur 2 instituts de l'INRA
qui sont dans les Deux-Sèvres, sur la biodiversité, sur des zones ateliers, c'est-à-dire on travaille avec des agriculteurs, c'est les scientifiques qui le font, pour voir un peu comment on peut, dans le compte d'exploitation d'un agriculteur, si on baisse les intrants, et les intrants ont triplé, le coût des intrants ont triplé, c'est ce qui est arrivé à la ferme où nous étions ce matin en Creuse, améliorer le revenu de l'agriculteur malgré des rendements qui seront un peu plus faibles. Un gros enjeu. On va voir aussi d'autres points. Alors, il y a alors attendez, hop, je vais faire ça. Voilà, un petit décalage, mais bien sûr, parce que pendant que le président parle, les commentaires arrivent. Je vais vous en faire part. Jérôme Debord qui dit monsieur. Alors, Jérôme Debord, il dit monsieur le président. Alors attendez, il y en avait une autre avant, non, c'est bon. Il dit monsieur le président, quel bilan tirez-vous de la fusion? Alors, on y reviendra après. Ouais. Il dit quel bilan tirez-vous de la fusion des régions, notamment en matière de mutualisation des moyens et d'économie générés, s'il y en a, au niveau de l'administration territoriale. On y viendra un peu plus tard là-dessus. Oui, mais je peux vous voulez répondre là? Allons-y. Il y a eu une bêtise qui a été dite par un ministre à l'époque, qui était de dire on va baisser de 10 milliards ou de 10%, ou je sais pas quoi. Enfin, je veux dire, imaginons, on est à Limoges, imaginons si j'avais dit je ferme Limoges, je ferme le conseil régional à Limoges, je supprime des emplois à Limoges et je mets tout à Bordeaux. Vous imaginez? Ah ben, j'imagine parfaitement. Déjà qu'il y a eu des craintes. Oui, déjà qu'il y a eu j'en des faisais craintes. partie. J'en faisais partie, je vous dis. Ben oui, mais il n'y a pas eu d'augmentation. Il n'y a pas eu une diminution. On a mutualisé un certain nombre de services, notamment tout ce qui est informatique, numérique, contact avec la population. Mais il est important quand même que les services publics, et la région est un service public, puissent assurer un service de proximité. Bien sûr, bien sûr. Imaginons, alors que nous avons la compétence de faire rouler 5000 bus par jour sur les transports scolaires, que je dise, ben maintenant, vous allez tous à Bordeaux. Bon, et puis il y a eu, je pense, bon, on va pas passer l'émission là-dessus. Mais simplement, l'autre point prie. Que votre auditeur doit connaître, c'est que je connais au moins 2 lycées en Limousin et plusieurs entreprises qui auraient fermé. Ouais. Si la puissance de feu de la nouvelle région n'était pas. Ouais. Bon, après, il y a eu aussi, je me permets de le dire, il y a eu, vous êtes sur un territoire aussi où on a eu des craintes avant même de pouvoir constater ce que cette fusion pouvait nous apporter. On a eu toute une phase de crainte, de deuil à vivre. Et aujourd'hui, je comprends volontiers. Hein, moi, mais je vous avais posé en plus la question, je me rappelle. Je ne suis pas l'auteur de cette réforme, je préférais approfondir. Ouais. Je dis simplement les effets bénéfiques aujourd'hui. Je suis devenu favorable à cette idée-là, même si je réclame toujours un gouvernement qui est hyper centralisateur, de décentraliser. Bien sûr. Enfin, un gouvernement, c'est vrai. Un État qui est dirigé par 4 personnes, le président de la République, son secrétaire général, la première ministre et son directeur de cabinet. Enfin, un pays de 70 millions d'habitants. Alors c'est vrai que vous êtes très attaché, moi de ce que je vois quand je suis, vous êtes très attaché à ce que la région ait une capacité d'action en proximité importante. Dans plein de domaines, on en parlera. Et voilà. Et c'est vrai que cette proximité existe. Regardez, on était dans un lycée tout à l'heure, le lycée Chambaud. Ouais. On va en parler, au Majambeau, ouais. Ce qui était connu de l'académie de Limoges, c'est que ce lycée aurait fermé. Le lycée de Felletin, dans lequel nous investissons 46 millions d'euros, que l'on va transformer en lycée du patrimoine au niveau national, qui est fréquenté par des personnes au-delà du Limousin, de toute la France. Si la nouvelle région n'avait pas été là, c'est fermé. Mais bien sûr, il y en a d'autres, il y a d'autres exemples, on le sait. On va, alors je vais vous poser, je salue Samia Rifo, bien évidemment, je salue tout le monde, tous les gens qui sont là. N'hésitez pas à dire ce que vous faites aussi, c'est intéressant, voilà pourquoi vous posez cette question. Samia Rifo, qui est élue à la ville de Limoges, qui est présidente de la mission locale de l'agglomération de Limoges. Je vais parler de la question, je vais citer la question, et puis on y reviendra quand on parlera d'emploi, si vous voulez bien. Les budgets des missions locales seront-ils
augmenter. Merci beaucoup pour votre réponse, Monsieur Rousset. Je pensais que cette question allait arriver. On va parler de l'emploi. On permettra, Samia, si c'est possible, on va y passer un peu plus de temps. Je voulais qu'on déroule en attendant, puisque on a parlé climat. On va faire des petits allers-retours comme ça, hein, c'est ça les joies du direct. On a parlé du climat. On voit bien, il y a une situation géopolitique qui crée un certain nombre de choses aujourd'hui. Là, hier, sur le territoire de Limoges, on a appris que la piscine était fermée. Hein. Donc se pose tout de suite la question que va vous poser Guillaume Guérin, que vous connaissez, président de Limoges Métropole. J'ai proposé aux différents présidents des partenaires de l'émission de profiter de votre venue pour vous poser des questions. Il en a posé. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, il y a un petit lancement. Ben oui, c'est des partenaires, il faut bien les valoriser. Donc, d'abord le lancement, et puis après, la question. C'est parti. Président, cher Alain, tu es une personnalité influente au sein de l'Association des régions de France. Aujourd'hui, tu le sais, les collectivités vont avoir du mal à boucler leur budget, tant la hausse de l'énergie est forte et bon nombre d'équipements publics, les piscines, les salles de sport, les collèges, les écoles vont avoir du mal à être chauffés cet hiver, eu égard à l'explosion du coût de l'énergie. Et donc, en tant que représentant de la collectivité régionale et de ton poids à l'ARF, qu'est-ce que tu penses de la volonté portée par la DCF ou l'AMF du bouclier tarifaire? Parce qu'on n'entend pas trop l'ARF, pas plus d'ailleurs l'Association des départements de France sur ce sujet. Qu'est-ce que tu penses de la mise en place d'un bouclier tarifaire? Pour moi et pour nous, c'est la seule solution pour faire en sorte que l'on puisse payer nos factures d'électricité et pouvoir continuer à assumer le service public qui est le nôtre, parce que le coût de l'énergie sur une collectivité comme la nôtre, c'est des factures qui augmentent de plusieurs millions d'euros et ce n'est pas supportable pour des collectivités comme nous. Merci. S'il y a un bouclier tarifaire, je ne peux qu'y être favorable, mais je dirais avec un petit sourire à mon cher Guillaume, que je trouve que les communes et les intercommunalités sont assez bien avec le gouvernement. Parce que dans les 700 millions d'euros ou un peu plus qui a été décidé par le gouvernement, il y a plus de 500 millions d'euros, je crois, pour les communes ou les intercos. Il y a plus de 150 millions d'euros pour les départements qui ont eu des résultats, des retours fiscaux sur les droits de mutation considérables. Et il y a 35 millions d'euros pour les régions. Donc vous vous débrouillez mieux à l'égard de ce gouvernement que nous, d'autant, et Guillaume Guérin est conseiller régional, que pour nous, la crise à la fois climatique, géopolitique, de la guerre en Ukraine, c'est 100 millions d'euros. Pour le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, pour le chauffage des lycées, pour la circulation des 5000 bus scolaires, pour l'augmentation des frais de l'alimentation. Ça sera en 2023 100 millions d'euros. D'ailleurs, en commission permanente, nous allons commencer à voter 10 millions d'euros de plus pour garantir les lycées pour l'hiver. Aujourd'hui, il y a... Moi, je trouve qu'il y a un catastrophisme ambiant, mais peut-être que je mesure mal les choses. Je parle au niveau de l'information, de la transmission de l'information. Je discute dans la vie de tous les jours avec des gens qui s'inquiètent, etc., par rapport à cette histoire de chauffage, on entend des chiffres monstrueux, qui sont réels d'ailleurs, dans l'industrie, dans les collectivités. Oui, mais je pense, reconnaissons-lui cela, que le gouvernement, et c'est normal, a pris des dispositions. On a des tas d'informations aujourd'hui qui nous viennent de l'Angleterre. L'inflation est le double en Angleterre. La croissance des prix de l'énergie est le double en Angleterre. Nous avons mis sur pied, et heureusement que l'Europe est là, des dispositifs de garantie plutôt intéressants. Ceci dit, nous mesurons le retard d'anticipation de la France et des pays européens, sauf les pays d'Europe du Nord, par rapport au réchauffement climatique. Nous sommes encore en train de convaincre que le réchauffement climatique est quelque chose qui va
impacter de plus en plus nos vies quotidiennes. Nous sommes de plus en plus à observer que la relation entre réchauffement climatique et justice sociale est essentielle. Parce que ceux et celles qui sont les plus impactés par le réchauffement climatique, l'augmentation de l'énergie, l'augmentation de l'alimentation, l'augmentation des transports, c'est les petites gens. C'est les petites gens. Et donc, moi j'avoue, et on a des relations très amicales avec Guillaume Guérin, il faut aussi que dans tous les partis dits de gouvernement, il y ait cette réflexion. On ne peut pas, je fais un petit clin d'œil à ce cher Guillaume Guérin, mais on ne peut pas laisser, vous ne pouvez pas laisser ciotiser la politique des Républicains, qui veut baisser les frais de succession pour les plus riches. Donc moins l'État a d'argent, moins il peut intervenir pour un bouclier tarifaire. Aujourd'hui... Excusez-moi de faire un peu de politique. Non, non, mais vous êtes là pour parler. Hein. Moi, ça me fait plaisir que vous soyez là déjà. Et autant dire quelque chose quitte à venir. Hein. Si c'est que pour dire des... Hein. Alors, en tant que citoyen, hein, je suis loin d'être un analyste économique, mais aujourd'hui, j'ai un peu la sensation que cette conjonction, à la fois de ce climat qui a été extrêmement brutal, là, durant cet été, depuis plusieurs mois, et les convention. Pardon? La convention. Non, la conjonction. Ah, la conjonction. La conjonction de ce climat qui a été extrêmement rude là oui, ces derniers mois. Les scientifiques nous prévenaient depuis longtemps. Mais en même temps, nous là, ne les avons pas cru. Bien sûr. Mais là, il y a aussi l'Ukraine. Il y a l'Ukraine en même temps. Et en fait, on se retrouve. Moi, quand je discute avec les gens dehors, eh bien, en fait, on entend parler d'augmentation, on entend parler de pénurie, mais on ne sait plus d'où ça vient. Est-ce que... Non mais, oui, c'est un peu... Vous voyez, il y a un peu... on a les prix ont commencé à augmenter. On a dit, ah ben oui, mais parce que, vous comprenez, il n'y a plus de livraison d'Ukraine, où ça a un impact sur... Voilà. Et puis, il y a la semaine prochaine, je fais une émission sur le développement durable et dans 15 jours sur l'agriculture. Je voulais faire quelque chose absolument sur l'agriculture. Finalement, on entend très peu parler. Aujourd'hui, quand on parle, par exemple, de bouclier tarifaire, on est sur l'énergie. Concrètement, pour donner un peu de visibilité, est-ce que la thématique de l'énergie, elle est liée directement au réchauffement climatique? Vous allez vite comprendre, dans le sens où on dit, ben, si demain la guerre en Ukraine s'arrête, on continuera de payer cher. Ou alors, est-ce que c'est le tout qui fait que ça ne nous donne pas tellement de lisibilité? Oui, mais... Je ne sais pas si ma question est très claire, mais... alors, voyez... ça, c'est... Depuis que tout est dans tout, et réciproquement, qu'on n'arrive pas à avoir une parole politique claire. Ouais. Reprenons les choses. Ouais. Un, réchauffement climatique, mais depuis longtemps. Ça, c'est clair. L'originalité de la région, l'originalité politique, pas politicienne, mais politique de la région Nouvelle-Aquitaine, c'est d'avoir fait travailler 450 scientifiques, à la fois sur les problèmes de biodiversité, le rôle de la biodiversité, du vivant, et des scientifiques sur le réchauffement climatique, ses conséquences. Ses conséquences, c'est le degré d'alcool des vins de Bordeaux, c'est les canicules, c'est la violence des orages, c'est des sécheresses prolongées. C'est pas d'aujourd'hui. Je me souviens être allé, vous l'avez compris, je suis pêcheur, pêcher au lac de Bord-les-Orgues. Le lac était à un niveau très très bas. Vous ajoutez avec la chaleur l'évapotranspiration et ça vous donne un problème pour les plantes, pour le sol, pour l'eau, dramatique. Donc il y a toute une réflexion à avoir là-dessus. Nous sommes, aujourd'hui, notre planète est menacée par le réchauffement climatique. Les villes doivent se renouveler. Il faut arrêter de les minéraliser. Il faut les végétaliser. Parce que quand vous mettez des végétaux en pied d'immeubles, même à Limoges, c'est 10 degrés en moins la nuit. C'est 10 degrés en moins la nuit. Il y a toute une réflexion que pendant la période
autour, je ne saurais pas, je voudrais pas 13e, 14e siècle, en Espagne, sous la domination arabe, les villes avaient des circulations d'eau pour rafraîchir. Nous aurons demain, si nous n'y prenons pas garde, si nous ne luttons pas contre les gaz à effet de serre, le climat de Séville. Ok ? Donc, il faut revoir toute notre forêt, il faut revoir toute notre agriculture, il faut revoir la vie. Et ça, c'est l'homme qui est responsable. Bon. Quand vous regardez aujourd'hui les résultats, pardon de le dire, du CAC 40, c'est pas moi qui le dis, c'est les journalistes, ils n'ont jamais été aussi flamboyants. Et on sait que pour sortir d'une crise, si l'on ne veut pas que ce soit les classes moyennes, les classes populaires, etc., qui soient malmenés, dégradés, il faut que ceux qui ont gagné beaucoup d'argent participent à l'effort national. On sait que quand les classes populaires produisent du gaz à effet de serre, c'est 100 fois moins que les classes les plus aisées. Enfin, je veux dire, mais tout ça, vous êtes journaliste volontaire, certes, mais vous êtes journaliste. Mais tout ça est écrit dans même dans le Figaro, quoi. Oui. Enfin, peut-être moins que dans Le Monde, ou dans l'IB, mais quand même, quoi. La difficulté, juste par rapport à ce sujet, pour terminer, c'est que, grosso modo, on avait du mal à penser que ça arrivait avant de mettre la main sur la plaque. Alors, et aujourd'hui, tout va très vite. Oui, et manque d'anticipation. Voilà. Je suis fasciné. Je suis fasciné de voir combien la France, depuis les 30 Glorieuses, a perdu sa capacité d'anticipation. Pourquoi ai-je lancé, il y a 5 ans de ça, l'idée One Health, cette santé qui relie les plantes, le végétal, l'animal et l'homme, bien avant le Covid. Je rappelle que la Covid, le SARS, ça vient de l'animal, que plus de 80% des maladies viennent d'un échange entre l'animal et l'homme. Je sors ici d'une réunion avant de venir vous voir avec les 160 élèves de l'école vétérinaire, des écoles vétérinaires. Ouais. Vous savez que je veux faire une école vétérinaire parce qu'on manque de vétérinaires formés en France, notamment pour les agriculteurs. Enfin, tout ça, voilà. Alors, mais on ne l'a pas intégré. On n'a pas anticipé. On ne l'a pas intégré. Et si les grands élus politiques, enfin, cette campagne présidentielle, la campagne législative, elle a parlé d'écologie, elle a parlé de réchauffement climatique. Walou, même pas. Même pas. Enfin, c'est la vie de nos petits-enfants et de nos enfants. Je trouve ça totalement... Et aujourd'hui, le président de la République dit qu'il faut qu'on s'engage dans une société de sobriété. 6 mois après son élection, même pas 6 mois après son élection, on ne le savait pas avant. Sobriété, frugalité, etc. Mais il faut qu'il y ait un minimum de justice sociale et d'égalité. Très bien, on a entendu, on a bien compris, enfin moi j'ai bien compris en tout cas l'enjeu politique, sociétal derrière ce qui nous touche à l'heure actuelle et qui va durer. On va passer, vous l'avez abordé un petit peu, vous êtes passé aujourd'hui au lycée du Majambo, lycée Majambo, l'école vétérinaire. On va commencer par le lycée du Majambo. C'est une habitude que vous avez. Je vous ai rencontré il y a quelques années déjà de ça. Alors moi ça me va parce que j'aime bien parler d'emploi. Vous êtes dans l'emploi, dans la formation, et puis c'est pas du bricolage. Enfin, permettez-moi, c'est pas bien que je vous dise ça, mais j'avais déjà saisi la dernière fois parce que vous m'aviez parlé de Nontron. Pour tout vous dire, la première fois qu'on s'était vu, et c'est chez moi Nontron. Donc j'avais bien compris que vous aviez une appétence et une capacité toute particulière à envisager les choses qui se font réellement dans le domaine de l'emploi et de la formation. Là, on y est. Si vous voulez bien, je voulais bien qu'on revienne un peu sur l'histoire du Majambo. Qu'est-ce que cet établissement a de particulier ? Qui aurait dû disparaître. Aujourd'hui, il y a une augmentation du nombre d'élèves. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la différence entre la région Nouvelle-Aquitaine et le ministère de l'Éducation nationale ? Quand le ministère de l'Éducation nationale observe une baisse des élèves, sauf peut-être aujourd'hui dans les petites classes qui sont dédoublées, certaines, etc., il diminue le nombre des profs. Il ferme des classes, il ferme des sections. Nous, on a décidé, je l'avais décidé en Aquitaine à l'époque,
en Nouvelle-Aquitaine, on ne ferme aucun lycée. Donc, on met le paquet pour réhabiliter les lycées, avec le rectorat d'ouvrir de nouvelles sections et de faire des lycées, notamment en milieu rural, des universités de proximité. 46 millions d'euros investis à Felletin. Ouais. Bac plus 4. Ouais. À la souterraine, Bac plus 5. 16 millions ou 12 millions d'euros, je ne sais plus. Et tout ça avec des prix qui vont augmenter, puisque les matières augmentent avec la crise en Ukraine et en Russie. Donc, et là aussi, voilà, ce sont des établissements qui avaient peur au départ. Hein. Moi, je me rappelle ici, Felletin, par exemple, a eu peur à un moment donné de la régionalisation. Hein. Et effectivement, on voit aujourd'hui l'apport. Je pense que. Oui, mais il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Permettez-moi de vous dire ça. Non, mais voilà, il y a des actes, il y a des faits. Mais et effectivement, Felletin et Jombourg est fermé. Ouais. Ouais. Donc, effectivement, cet engagement que aucun établissement ne ferme, et effectivement pointer plus sur l'excellence, hein, le développement de sections d'excellence, ce qui est le cas au Majambourg. La céramique, le bois, voilà. La verrerie, enfin tout à fait. Alors vous êtes aussi là, vous l'avez dit, par rapport à l'école vétérinaire, il y a une première année, ça c'est une volonté forte de votre part, 24 millions d'euros ont été votés, c'est acté, de l'argent du Conseil régional, hein, quasi-unanimité en séance plénière du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en juin dernier. C'est quoi l'enjeu de cette école vétérinaire? Vous l'avez un peu abordé. Il est triple. Ouais. Premièrement, un constat national, la France ne forme que 48% de ses vétos. Et la plupart des vétos, de plus en plus, vont en ville pour s'occuper du chien, du chat, du perroquet. Je critique pas, quoi. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les animaux de ferme. Donc le deuxième point, c'est comment je travaille dans le cadre de cette formation des vétérinaires avec une spécificité qu'aura l'école vétérinaire de Limoges sur les animaux de ferme. Pour une troisième raison, c'est que nous sommes aujourd'hui, on n'a pas mesuré que l'impact climatique allait créer avec la déforestation dans certains pays, avec des moustiques qui vont arriver porteurs de certaines épidémies, avec l'arrivée des oiseaux migrateurs qui nous amènent la grippe aviaire qui viennent de l'Est. Enfin, c'est tout ça. Donc il faut travailler en décloisonnant le monde de la santé humaine, de la santé animale et de la santé végétale. D'abord, santé végétale. N'oublions pas que ceux qui sont les plus touchés par la nocivité des pesticides et autres produits de chimie de synthèse, c'est les agriculteurs eux-mêmes et les salariés agricoles. Donc, le fait de dire on passe d'un modèle, et il faut qu'on lève les impasses des agriculteurs, hein, il ne s'agit pas de dire... mais le fait de passer à un modèle d'agriculture classique à un modèle d'agroécologie, c'est la santé des agriculteurs. Et c'est la santé des animaux aussi. C'est la santé du vivant, en règle générale. Et j'ai besoin des vétérinaires. C'est pour ça qu'on a voté une feuille de route il y a quelques mois de cela pour accompagner les stages de formation auprès de vétérinaires qui sont des tuteurs. Il faut avoir des logements, il faut les aider à s'installer, etc. Il faut organiser la prise de garde. Voilà. Et il faut que... Vous me parliez de Nontron tout à l'heure. On a installé un Nontron dans le lycée professionnel, à disposition des entreprises. Donc qu'on ne me dise pas que le monde des lycées professionnels ne s'ouvre pas sur le monde des entreprises. Il n'y a que Ciotti qui n'a pas compris. Et une forme de laboratoire où les entreprises peuvent venir former leurs salariés. Parce que le cuir qui était une des forces
de cette partie de la grande région entre le nord de la Dordogne, l'est des Charentes, le sud de la Haute-Vienne, est en train de se reconstituer. Nous n'utilisons, les grandes marques de cuir et de luxe en France, n'utilisent que 12% de cuir français. Donc le défi qu'on veut relever, avec bien entendu les vétérinaires, c'est comment l'élevage permet d'utiliser le cuir. Alors je ne sais plus si c'est le 5e ou le 6e quartier, etc. Parce que jusque-là... Et donc on va réouvrir des poceries. D'accord. On va réouvrir des tanneries. Mais on va les ouvrir, non pas avec des produits chimiques qui vont détruire les dernières truites Fario qui existent dans la Creuse ou dans les rivières de Dordogne, de Haute-Vienne. Non, avec des produits biosourcés. Et c'est une vraie révolution qui va créer des emplois, des entreprises. Et ce job-là, c'est un chef d'entreprise assez exceptionnel qui anime tout ça. C'est pas moi, j'ai lancé l'opération. Et voilà, et ça se structure. Pourquoi Nontron voyez, Nontron. Pourquoi Limoges pour l'école vétérinaire? Limoges, le Limousin, le pôle Lano, D'accord. La race limousine. Enfin, d'accord. Voilà. Très bien. Et derrière tout ça, sur l'élevage, c'est pas simplement l'élevage de qualité, etc., substitué à la quantité. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que si les éleveurs s'arrêtent, les prés se referment, c'est toute la captation du carbone qui baisse. Et les prés sont aussi une façon de prendre l'eau quand elle arrive, de la filtrer et d'alimenter les nappes. Parce que c'est avec les nappes qu'on alimente les rivières. Et demain, c'est avec de l'eau de surface qu'on fera les réserves de substitution pour l'agriculture et pour l'irrigation. Très bien, on en revient toujours, et c'est très bien, hein, à l'écologie, à cette préoccupation qui est très transversale, hein, on l'entend bien, on l'entend bien. On va passer, même si on n'en était pas loin, on va passer à l'emploi. Alors, on dit déjà un peu... C'est des emplois, hein, oui, bien sûr. Le monde vétérinaire, parce que derrière, il y a une secrétaire, il y a un assistant. Non, il y a un Vous savez véritable... qu'il existe aujourd'hui des assistants vétérinaires, alors, je ne saurais pas retrouver le nom, mais il y a des formations, notamment dans les lycées agricoles. Et donc, c'est aussi... je maintiens l'élevage, je travaille avec l'élevage, c'est le bien-être animal. Enfin, c'est un champ, c'est un cercle vertueux, hein, de toute façon, il n'y a pas... Bien sûr. La formation, on en a parlé un petit peu avec le lycée. Le dispositif, mois de septembre, ma formation, mon emploi en Nouvelle-Aquitaine. Je voudrais qu'on en dise un mot. Et puis, l'habilitation de service public. Là aussi, depuis le début, hein, vous êtes très attaché, je le sais, à ça. Moi, j'aime beaucoup quand je vois ma formation, mon emploi en Nouvelle-Aquitaine, parce que je vais vous faire une petite confidence. J'ai travaillé pendant 20 ans dans l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Et j'ai trouvé un peu à l'époque, peut-être un peu violemment, je le disais parfois, que je ne vois pas à quoi servait la formation si ça n'était pas pour aller vers l'emploi. Oui, non, mais ça a l'air évident, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Ça n'a pas toujours été comme ça. Et cette opération est intéressante. Est-ce que je peux vous couper 30 Bien secondes? sûr, bien sûr. Je suis fâché de voir les discours politiciens qui émanent de certaines formations et parfois du gouvernement. Bon. Est-ce que les élèves des lycées professionnels ne trouvent pas du boulot? Bien sûr que si. À plus de 70%. Et c'est pas mal. Enfin, bien sûr. Je veux dire, alors les apprentis, c'est un peu plus, c'est 78, 80. Donc il faut que les lycées professionnels, c'est ce que je disais dans le lycée tout à l'heure, se prennent l'apprentissage comme pas le seul. C'est pas valable pour tout le monde, mais se prennent aussi la possibilité de créer des sections d'apprentissage. Pourquoi j'y trouve de l'intérêt? C'est qu'on ne peut pas financer tous les plateaux techniques. Quand vous visitez le lycée, quand vous voyez les machines à commande numérique pour le bois, ou bien pour les machines pour... le coût des plateaux techniques pour les lycées professionnels, c'est énorme. Et ce que je trouve bête, parce qu'on les finance aussi dans les CFA, mais aujourd'hui,
tout le monde va mettre tout en concurrence. C'est-à-dire on va financer 3 fois. Ouais. Il faudra financer 3 fois. Vous ne pensez pas qu'il y a un effort d'investissement massif à faire dans certains moyens de transport, par exemple décarbonés, pour aider nos concitoyens à isoler leur maison, pour aider à sortir des voitures thermiques. Enfin, et j'ai l'impression que l'État ne comprend pas. Il y a une incompétence. Alors en même temps, ils ont des discours très politiciens qui, bien entendu, passent pas terribles, mais quel est le meilleur moyen décarboné aujourd'hui pour se déplacer? Je ne parle pas de se déplacer entre Bessines ou entre Saint-Jules-Martel et entre... Voilà. Mais pour aller à Limoges, pour aller à Brive, c'est le train. Le train, c'est le moyen le plus décarboné. Vous savez combien l'Allemagne vient de décider d'investir pour rénover ses voies ferroviaires? 86 milliards. Vous savez combien met la France? Non. 2,6 milliards par an. C'est pas pareil. Sur 10 ans, hein, donc faites 26 milliards, 86 milliards. Non mais, voilà. Et l'État veut continuer à s'occuper de tout. Il veut faire des pistes cyclables. Les sous-préfets ont un peu d'argent pour aider un certain nombre de projets. Ça fait plaisir à tout le monde, mais ça ne change rien. Regardez, le plan Creuse. Je ne sais pas aujourd'hui, il y avait eu 60 millions d'euros, je crois, ou 80 millions d'euros. Je ne sais pas, ça a été lancé c'était sous Édouard Philippe, 6 ans, 5 ans. Ouais. Je ne sais pas s'il y a 20% de dépensés ou 30%. Nous, on a décidé de mettre 46 millions d'euros. Et le budget de la région Nouvelle-Aquitaine, ce n'est pas le budget de l'État. Hein. On a décidé de mettre 46 millions d'euros pour rénover le lycée Feltin. C'est en cours. Ça va être dépensé. L'opération est faite. Va être faite. Je vais vous ramener vers l'emploi, même si vous n'en êtes pas éloigné. Hein, le lycée Feltin, mais bien sûr. le bâtiment. Non, mais bien sûr. Je vais en profiter pour... Alors, je voudrais répondre à une question qui est Oui. importante en dehors Oui. du mois de la formation ou du mois de l'orientation. Oui. C'est l'habilitation de service Oui. public. On ne comprend pas trop Oui. ce que c'est. Ça fait une demande. C'est une demande que j'ai depuis longtemps. Vous savez, on dit les règles de l'Europe appellent partout à la concurrence. Nous sommes, nous, régions compétentes pour financer les formations. Nous n'avons pas la compétence pour flécher les demandeurs d'emploi, ce qui renvoie à la question que posait ma collègue de Madame la mairie Samia Rifo. de Limoges. Je rappelle que la première question qu'elle doit se poser, c'est que c'est l'État qui pilote ça. Hein. C'est une initiative locale, judicieuse, une création locale, mais en même temps, c'est l'État. Nous, on a décidé d'y participer, mais c'est l'État. Je demande qu'on me donne la responsabilité de la politique de l'emploi. C'est vrai, depuis longtemps. Depuis longtemps. Je demande, parce que je connais mieux les entreprises que l'État, je connais mieux les entreprises que Paris. Voilà. Enfin, quand je dis je, c'est toutes les équipes qui sont autour de moi et qui sont merveilleuses. Bien sûr. Pourquoi l'habilitation de service public? L'Europe permet d'avoir, avec des structures de formation, ça peut être l'AFPA par exemple, d'avoir un contrat pluriannuel, ce qui permet à la structure de formation d'organiser son autre activité et d'avoir des missions plus particulières au niveau des personnes qui sont très éloignées de l'emploi. Voilà. Autour Il y en a eu plus à de la fois 30 de 000. l'acquisition des compétences et du développement personnel. Acquisition des compétences, formation à tel et tel domaine, dans les domaines que l'on a discuté avec les organisations professionnelles, c'est le bâtiment, c'est l'agriculture, c'est un certain nombre de touristes, c'est un certain nombre d'autres où il y a des difficultés de recrutement. Et donc, voilà, ça permet de donner une visibilité à un organisme de formation et ça permet à cet organisme de formation d'aller chercher des personnes qui sont sous les écrans radars, bien sûr. Qui ne connaissent pas ça. 31 000 personnes ont bénéficié Voilà. de cette action depuis 2020, en sachant quand même qu'entre-temps, il y a eu l'impact du Covid, etc. C'est énorme. Hein, ce que je n'arrive pas à comprendre, moi, c'est dans les discours. Par exemple, le discours sur la réforme. Je ne sais pas si vous pouvez définir la réforme, moi je ne sais pas. Je ne sais pas. Si vous y arrivez pas, je ne devrais pas y arriver. Ce que je sais, c'est que
vouloir tout changer tout le temps entraîne deux choses. D'abord, l'appareil public n'est pas capable de suivre. Et deuxièmement, les bénéficiaires de tout cela ne savent pas à quel sein s'adresser. Prenez toutes les politiques que l'État a lancées, chaque ministre voulait lancer, une politique de centre-bourg, une politique de petite ville, j'ai même pas tout en mémoire. Tout ça pour agréger des crédits qui ne sont pas un effort supplémentaire de la part de l'État, parce que c'est du bon taux. C'est déjà... C'est du bon taux. Ouais. Hein, c'est comme les 30 milliards, pardon de le dire, du président de la République. C'est des crédits qui étaient auparavant dans les ministères, et il y a très peu d'efforts par rapport à un pays comme l'Allemagne. Je suis désolé d'être un peu critique, parce que j'ai plutôt envie, moi, de soutenir. Mais c'est... je veux dire, vous savez ce que font les universitaires aujourd'hui et les scientifiques? Ils sont obligés de répondre à des appels à projets. Ils passent plus de temps sur les appels à projets que derrière leur recherche. Que sur les actions. Et on leur dit, ben voilà, pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu vas avoir ça. Et puis au bout de 4 ans, 5 ans, ils ont constitué une équipe scientifique. S'ils n'ont pas encore... Donc on met en concurrence tout le monde. Enfin, je veux dire, il en faut un peu, mais aujourd'hui on a basculé là-dedans pour faire des économies. Alors il y a des questions qui arrivent. Oui, eh ben, écoutez, moi je ne coupe pas le président, hein, il a des choses à dire, donc ça me va très bien. On posera les questions tout à l'heure. Donc il y a Samia Rifo, hein, toujours qui est élue à la mairie de Limoges, qui dit bravo pour les vétérinaires. Elle est aussi éleveuse, hein. Je le dis en plus d'avoir cet engagement citoyen. La région est assez pionnière en matière de One Health. Moi personnellement, je ne sais pas ce que c'est. Une seule santé. Voilà. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous m'avez pas écouté. Partenariat avec l'université. Si je vous écoute. Ah, si. Je vous écoute, Président. Et vous savez, il fait beaucoup de choses là. Va-t-elle créer un partenariat avec l'université de Limoges qui propose un master de santé publique One Health? C'est fait. Voilà la réponse. Mais bien entendu. Voilà. On a même inscrit l'université de Limoges avec le CHU à un projet qui est phare pour nous sur One Health. One Health, c'est encore une fois, quels sont les rapports entre la santé humaine, santé animale, santé végétale? Je vais essayer de l'expliquer tout à l'heure. Oui, c'est vrai. La Covid vient des animaux. Ouais. Les déforestations et tout ça, la relation avec certains animaux sauvages qui sont porteurs de pathologies, en étant souvent porteurs sains d'ailleurs, hein, mais qui peuvent les transmettre. Bon, donc le principal projet scientifique se passera à Limoges, à l'université. La région a inscrit dans son contrat de plan État-région. Voilà une bonne réponse. Et vous avez vu comment il ne me loupe pas, hein, il me dit vous n'avez pas écouté. Si, non, One Health, vous n'avez pas écouté. voilà, vous allez pouvoir m'en parler demain quand vous allez me croiser dans la rue. Patricia Pierre-Jérôme, que je connais bien, qui travaille aussi à Pôle emploi. Alors, on va parler d'emploi un peu plus, Patricia, on reviendra là-dessus. C'est une histoire. Elle a monté une application pour permettre de favoriser les recrutements, et notamment dans le champ du handicap. Je voudrais qu'on pose, il y a une question de la part du président de la Chambre de métier et de la rédactrice en chef adjointe du Populaire du Centre concernant l'emploi. On y va, c'est parti. Et bien sûr, tout le monde est content, il y a ce petit jingle avant. Eh bien oui. Monsieur le Président de région, bonjour. Comme vous le savez, de nombreux artisans rencontrent actuellement des difficultés majeures afin de recruter. Des initiatives sont créées à l'échelle locale, comme des job dating, et la Chambre de métier y contribue également. Quel soutien compte apporter la région Nouvelle-Aquitaine afin d'aider et valoriser les métiers artisanaux qui peinent à recruter? Et quelles orientations souhaitez-vous donner à l'apprentissage pour les prochaines années? Je vous remercie. Voilà, on est... Alors oui, je sais, vous me voyez faire des... Si, vous allez répondre, et c'est simplement que je voulais lancer la question d'Anne-Sophie Pédégère qui rejoint cette thématique juste maintenant. Les entreprises sont confrontées en cette rentrée à une pénurie de personnel. N'est-ce pas le moment de les convaincre et de les aider à recruter des apprentis et des alternants? Voilà, Président, maintenant vous pouvez y aller. Alors, je voudrais dire au Président de la Chambre, quand même, le gouvernement a sorti, et il doit le savoir, bon sang de bois, a sorti la compétence apprentissage à la région.
on nous a sorti. C'est débile, parce que sous quelle pression cela s'est fait, avec quelles conséquences? Sous la pression des grands groupes. Même s'il y a eu beaucoup d'argent qui a été distribué, et le budget des chambres des métiers à l'échelle de la région, et j'ai de bonnes informations, est quand même assez conséquent. Les excédents sont assez conséquents. Et l'État a joué du quoi qu'il en coûte. Ça s'est traduit par quoi? Une augmentation du nombre d'apprentis, due d'abord au fait à l'investissement massif des régions dans les CFA pour rénover les plateaux techniques, que ce soit en Limousin, en Poitou-Charentes ou en Aquitaine. Et d'ailleurs, c'était très rigolo parce que Édouard Philippe est venu, quand il était Premier ministre, inaugurer des CFA que la région avait financés. Voilà. Mais, voilà, on a préféré recentraliser la politique d'apprentissage, premièrement. Donc c'est une erreur d'après vous? Ben, c'est une erreur fondamentale parce que l'augmentation du nombre d'apprentis, d'ailleurs, en creux, ce que dit le président de la Chambre des métiers le dit, parce que c'est pas au niveau des artisans, alors qu'ils recrutent 80% des apprentis, les artisans, des petites entreprises, c'est au niveau de l'enseignement supérieur. Et c'est au niveau des grands groupes qui, ne sachant pas recruter, ont créé leur CFA indoor à l'intérieur de chez eux, L'Oréal, Vinci, etc. et d'autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que jusque-là, il y avait un ruissellement de la taxe d'apprentissage qui bénéficiait au CFA à travers les chambres des métiers, à travers les lycées, peu importe. Tout ça, c'est fini. Ce qui fait que le gouvernement, lorsqu'il va serrer le kiki aux chambres des métiers, au CFA des chambres des métiers, comment on va faire? Parce que la région n'a plus de compétences. Eh oui. La région n'a plus de compétences. Alors, ils se sont aperçus qu'ils avaient fait des bêtises sur le logement, sur le déplacement, sur certains plateaux techniques. Donc, on a encore une dotation assez faible, qu'on travaille d'ailleurs avec les chambres de métiers. Je rappelle simplement que la vice-présidente chargée de l'apprentissage et de la formation professionnelle est une collègue du président de la chambre des métiers du Limousin, voilà, puisque c'est la présidente de la chambre des métiers de la Vienne. Donc là-dessus, il peut faire confiance. Mais c'est ça. Toute l'augmentation aurait dû aller aux formations Bac Pro, CAP, tout ce qui tourne autour du gisement, non seulement, et les artisans du bâtiment, on en a besoin pour faire le règlement climatique. Bien sûr. Hein, justement à destination de ces entreprises, parce que souvent, chez l'apprenti, se cache 20 ans, 30 ans après, la reprise de l'entreprise. Le chef d'entreprise. Voilà. Donc, je suis furieux. C'est une stupidité, parce que les grands groupes qui ne recrutaient pas d'apprentis ou d'alternants finançaient à travers la taxe d'apprentissage les petites entreprises. Ouais. Donc, c'était un phénomène de justice, d'une certaine manière, de ruissellement. Solidarité économique. Hein, bah oui. Et bien, aujourd'hui, Walou, tout ça, c'est fini. Et vous me direz que c'est un progressiste. Alors, pourquoi vous me faites faire de la politique, là? Non, je vous fais... Moi, vous savez, je vous fais faire ce que vous voulez, précisément. Je vais... allez, un truc qui est bien et qui pourtant pose question. À la CCI 23, Jean-François Tixier, et je trouve cette question particulièrement intéressante, même si toutes les questions sont intéressantes, et elle rejoint celle de Véronique Delègue qui dit, voilà, on ne sait pas trop où s'adresser. Vous allez voir que cette question-là, après le petit jingle, est intéressante aussi. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Monsieur Gadra. Bonjour. Je me permets de vous poser une question par rapport aux entreprises sur le périmètre de la Creuse. De nombreux dispositifs d'aide aux entreprises existent de la part de l'Europe, de l'État, du Conseil régional et de certaines collectivités. Les PME et les TPE évoquent un manque de lisibilité sur les différentes sources de financement mobilisables. Aussi, nous identifions un manque de synergie entre les dispositifs d'aide directe aux entreprises, notamment sur les thématiques de mobilité, de l'énergie, de la transition écologique et du développement économique.
quels sont selon vous les moyens à mettre en œuvre par la région pour mieux coordonner et optimiser les différents niveaux d'intervention d'aide financière aux entreprises? Alors c'est intéressant ce que dit Jean-François Tixier, parce qu'il ne dit pas il n'y a pas d'aide. Il dit il y a des aides. Je suis bien conscient de et ça. on a du mal à se repérer. Et moi je le connais, hein, il est plutôt dans les petites et moyennes entreprises, c'est compliqué. Non mais, bon, comment croyez-vous qu'à la Courtine, qui a permis à l'entreprise Alzapan, à la Courtine, de rester sur place? 160 emplois, vous savez que c'est sur de l'aggloméré, etc. On a mis plus de 2 millions d'euros à la communauté de communes, là il n'y a pas eu de problème. L'État n'est pas intervenu. Par contre, on a traversé une période, il a raison, où l'État, dans le cadre du Covid et du quoi qu'il en coûte, a mis beaucoup d'argent. Parfois d'ailleurs, en nous disant, moi je mets 600 000 euros ou 50 000 euros dans telle et telle entreprise, mais si toi tu ne le mets pas, j'aide pas l'entreprise. C'est un modèle colonial, hein, jacobin et insupportable. Même si les services de l'État se sont largement appuyés sur les services de la région, qui sont extrêmement dynamiques pour accompagner ces entreprises. Il pose en filigrane la notion de guichet unique. Oui, c'est ça. Mais moi, je ne suis pas favorable avec le guichet unique. Parce que le guichet unique, c'est celui qui le supporte, qui le porte. Et moi, j'ai besoin que l'on sache, moi, région, où va l'argent du contribuable dans le cadre de mes actions politiques. Et si la région Nouvelle-Aquitaine, en 2019, c'est les derniers chiffres que j'ai, a créé 36% de l'emploi industriel de France, 36% de l'emploi industriel net de France, c'est un peu grâce à la région. Donc le bilan de la réindustrialisation est positif. C'est pas pour rien que même Vauquier et mon collègue de Nord-Pas-de-Calais, Xavier Bertrand, m'envoient des collaborateurs et des élus pour voir ce qu'on fait ici. On a d'ailleurs beaucoup de... J'avais d'ailleurs un responsable d'entreprise que je ne veux pas nommer dans mon bureau hier après-midi. Nous avons créé une activité d'entreprise en retournement. C'est-à-dire les entreprises qui peuvent être en difficulté mais qui ont du potentiel. On est les seuls à faire ça. On dépense plus de 15 millions d'euros par an. Quant à la souterraine, grâce à un agent de la souterraine d'ailleurs, il y a ce coup de fil d'un industriel de l'Indre-et-Loire, je crois, qui est dans le cuir, qui s'adresse de suite à la région. On monte au filet, il n'y a pas eu de problème là. Et aujourd'hui, dans l'état du dossier, on est passé de 200 emplois à 350 qui vont s'installer dans le bâtiment de Fursac, l'ancien bâtiment de Fursac, et la région apporte 2,5 millions d'euros comme aide à l'agglomération ou à la communauté de communes de la souterraine. Donc, pas beaucoup de choses qui passent à maille. Hein. Mais je reconnais volontiers qu'en l'état actuel de l'organisation des pouvoirs publics, et c'est ce que je demande, il faut que la région soit non seulement le chef de file, mais ait la responsabilité pleine et entière, et qu'on ait beaucoup plus de moyens. Nous accompagnons 2600 entreprises par an. 2600 entreprises par an. Des PME pour 98% et des TPE. Donc vous imaginez la connaissance que l'on a de ce réseau tous les ans. Bien sûr. Tous les ans. Alors on va finir, hein, on est presque au bout, on va finir, on va respecter. Puis en plus, il faut vraiment, parce que l'ordinateur est en train de rendre l'âme, je suis en train de me rendre compte, il y a une dernière question. Vous ne pouvez pas venir ici sans qu'on vous pose cette question. Vous allez voir, elle est double, vous allez voir. Donc on lance, c'est Pierre Massy, président de la CCI, de la Haute-Vienne, et Guillaume Guérin qui apporte un complément sur cette question. C'est parti, on écoute d'abord Pierre Massy, puis
Guillaume Guérin après le spot. Président, l'A65 est le fruit de votre volonté et le fruit de votre travail de persuasion auprès de vos collègues élus d'Aquitaine. Aujourd'hui, le désenclavement du nord de la Nouvelle-Aquitaine passe par l'aménagement de l'autoroute A147 entre Poitiers et Limoges. Quelle est aujourd'hui votre position et à quel délai pouvons-nous imaginer un début d'aménagement de cet axe? Voilà ce qu'il en est pour Pierre Massy et Guillaume Guérin. Deuxième sujet, le désenclavement vers l'ouest. On en parle souvent tous les deux. Tu as beaucoup changé d'avis sur le projet d'autoroute concédé. Quelle est réellement ta position? Ne rétorque pas l'histoire du coup. Quelle est réellement ta position? Parce que tu sais très bien comme moi qu'au rythme où on va, le CPER, pour faire la mise à 2 fois 2 voies de la RN 147 entre Limoges et Poitiers et surtout entre Limoges et l'océan, ça ne sera pas suffisant pour le faire dans des délais très courts. Donc, quelle est ta position sur l'autoroute concédée, si tant est bien sûr que l'État tienne sa parole? Merci à toi. Je crois que la fin de l'intervention de Guillaume Guérin est assez essentielle. Parce que la 65 de Bordeaux à Pau, pour lequel j'ai milité, ça a été une décision de l'État. La région n'a pas mis un centime. Sauf la déviation, ce qu'on appelle la déviation d'Aire-sur-Adour, c'est-à-dire j'avais engagé pour tordre le bras à l'État les travaux de mise à 2 fois 2 voies du contournement d'une ville qui était un nœud dans cette relation entre Bordeaux et Pau. Aujourd'hui, je ne sais pas, Pierre et Guillaume, où va l'État dans ce domaine-là. Et, pardon de le dire, le problème n'est pas quelle est ta position, quelle est ma position. Le problème est qu'on commence les travaux. Et si on ne se bat pas ensemble pour que ce qui est déclaré d'utilité publique, c'est-à-dire la sortie nord de Limoges, sur lequel la région, l'agglo et le département sont prêts à participer pour les surcoûts, que la région est prête à préfinancer pour le compte de l'État la partie de l'État, nous n'avancerons pas. Nous n'avancerons pas. Simplement, la seule remarque que je fais, qui peut être, par rapport à Pierre Massy, une inquiétude qu'il ne partage pas, c'est que le coût public, qui est de plus de 50 ou 60% du coût global de l'opération, qui serait financé par les pouvoirs publics, me semble, à la veille d'un passage au Conseil d'État, impossible à être validé. Donc, moi je veux bien qu'on monte sur son tabouret et qu'on dise l'autoroute, mais la meilleure façon de faire avancer l'autoroute, c'est de commencer les travaux et de faire les déviations qui sont prévues. Et nous, on y mettra, c'est le seul endroit de Nouvelle-Aquitaine où la région financera la mise à 2 fois 2 voies. Il y a un dernier point, mon cher Pierre, pour qu'il y ait Limoges-Poitiers, il faut qu'il y ait l'accord entre les 2 agglomérations. Je ne voudrais pas le dire, mais j'ai consulté l'agglomération de Poitiers, qui est complètement hostile à une autoroute. Donc je vois mal que les autorités nationales et le Conseil d'État, quelle que soit la pression que nous mettrions ensemble, puissent aujourd'hui faire avancer. Vous savez très bien, dans ce domaine-là, qu'il y a déclaration d'utilité publique, enquête d'utilité publique, etc. Et là, donc moi, je n'ai pas envie de courir, j'ai envie d'avancer. La meilleure façon de faire avancer l'autoroute, mon cher Pierre, mon cher Guillaume, c'est de commencer les travaux. Voilà, c'est dit. Mais merci beaucoup. Hein. On va clôturer là-dessus parce que l'ordi est en train de rendre l'âme. Merci beaucoup, merci de nous avoir dit tout ça, sans aucune langue de bois, avec beaucoup de pédagogie. C'est l'objet de l'émission, qu'on comprenne bien. Y compris sur One Else. Alors, croyez-moi, ça, je ne suis pas prêt de l'oublier, mais vraiment, je ne suis pas prêt de l'oublier. Je m'excuse auprès des personnes qui ont posé d'autres questions, mais le président, il est passé. Il a d'autres choses à faire après. On va donc le libérer. Puis je vous dis, l'ordi est en train de rendre l'âme. Merci beaucoup, merci avec beaucoup. Plaisir. Alain J'étais un Rousset. peu inquiet au départ.
C'était par rapport à moi ou par rapport au fait de monter dans mon appartement? Un peu tout. Vous savez pas. Alors moi, je vous raconte même pas comment j'étais inquiet. J'ai transpiré toute la journée. Tous mes collègues vous le diront. C'est la seule fois depuis que je fais les émissions que je suis inquiet à ce point-là. Voilà, alors ça fait rien, on va terminer avec le sourire. Merci beaucoup. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous. On va parler de développement durable. Hein. On va s'inscrire. Et j'en profite, je sais que Madame Couillard s'était inscrite sur l'émission. Je lui ai demandé une petite intervention. J'espère qu'elle le fera, ça me ferait plaisir. On parlera aussi agriculture. Vous avez parlé enseignement. On aura le plaisir aussi de recevoir au mois d'octobre la rectrice. Merci beaucoup. Vous retrouverez l'intégralité de cette émission en multi-diffusion streaming. Allez, je remets le président musique. Pour finir. Pas de musique, mais je sais que ça vous a plu. Donc ça me fait plaisir. Le pari est gagné. Merci beaucoup, président. Et puis je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis, je lance le générique de fin.